Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Il est 10 heures, donc je vous propose qu'on commence dès à présent notre webinaire du jour. On va démarrer avec une petite introduction des différents aspects techniques et vous présenter cet événement qui porte aujourd'hui sur le portail européen. S'il vous plaît, parce que j'entends des bruits parasites. Merci de bien penser à couper vos micros. Ça sera mieux pour tout le monde. Merci d'avance à tous. Donc, pour cette introduction, ma collègue veut bien passer la slide suivante. Donc voilà, quelques petits rappels effectivement techniques. Donc je le disais, pensez s'il vous plaît à bien désactiver vos micros, vos caméras évidemment. Et sachez que ce webinaire est comme toujours enregistré et le but c'est de le mettre du coup en ligne la semaine prochaine sur le site, sur la page de l'événement sur lequel il sera disponible dès qu'on aura fait quelques opérations de montage. Voilà, donc notez bien ça, vous aurez l'enregistrement, vous aurez évidemment le support qui sera disponible et on vous renverra le lien si vous ne trouvez plus la page dédiée sur notre site internet. Voilà. Je passe le sommaire, ça vous permettra aussi après coup de naviguer sur le support quand vous serez sur le site internet justement et que vous l'aurez téléchargé. Donc, un petit avertissement ensuite pour vous dire que voilà, ce que nous allons présenter aujourd'hui, c'est un état des lieux des informations que nous avons sur le portail à un moment T. Voilà, donc ça ne nous engage pas juridiquement, c'est vraiment à titre informatif. Cela étant dit, voilà, je vais attaquer avec quelques considérations aussi sur la présentation du webinaire. Encore une fois, veillez à ce que vos micros soient coupés parce que j'entends du bruit de fond, s'il vous plaît. Donc, ce webinaire, il est dédié, comme je le disais il y a 2 minutes, au portail européen qu'on appelle désormais le Funding and Tender Opportunities Portal. Avant, on disait, on continue de l'appeler portail du participant. C'est comme ça que vous le connaissez. Donc, c'est un outil qui sert pour le programme cadre Horizon Europe qui nous occupe en tant que PCN, mais pas uniquement. Les objectifs du webinaire de ce jour, donc c'est de mieux connaître les services, les fonctionnalités et les outils de ce portail européen en lien avec le programme du coup Horizon Europe, et puis aussi de vous montrer voilà, où se trouvent les informations nécessaires pour la vie des projets. Ça, c'est quelque chose voilà, qu'on essaiera de vous présenter aujourd'hui, sachant qu'en même temps, on ne va pas parler de la soumission des propositions. On a fait en fait un webinaire dédié qu'on vous a remis en lien ici. Donc, ça ne va pas être le sujet du jour, mais vous pouvez toujours du coup aller voir l'enregistrement de notre webinaire précédent. On ne va pas non plus parler de la contractualisation des projets, parce qu'encore une fois, on a fait un webinaire sur ce sujet. Et enfin, on ne parlera pas de la gestion des projets, puisque à nouveau, nous avons fait un webinaire dédié à ce sujet. Vous avez tous les liens ici. On ne parlera pas non plus du portail français qui sert d'appui, d'outils à la communication des PCN. Voilà, ici, c'est vraiment sur le portail européen aujourd'hui qu'on va se concentrer. Voilà pour les petites infos préliminaires. Je voudrais vous inviter maintenant, ma collègue avait déjà mis le lien dans le chat il y a quelques minutes, mais si vous ne l'avez pas trouvé, je suis sûre qu'elle va le remettre. Et de toute façon, vous avez le code si vous allez sur l'outil slido.com et vous rentrez le code portail. Ou sinon, vous cliquez sur le lien. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui apparaît sur l'écran.
Voilà, donc vous avez trois moyens d'aller sur l'outil Slido, sur lequel on fait toujours quelques petites questions pour commencer la séance et un peu mieux savoir qui est connecté avec nous. Donc ce matin, la première question, me semble-t-il, ce sera une question pour savoir voilà, quelle est votre profession, à quel titre vous êtes là aujourd'hui. N'hésitez pas voilà, à aller sur slido.com ou alors à cliquer sur le lien qui est dans le chat pour vous connecter et répondre à la question. Donc, on voit les premiers résultats qui s'affichent. Merci à ceux qui ont déjà répondu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de chargés, alors de projets européens, de partenariats, de projets. Les appellations sont diverses, mais voilà, alors, en général, des personnes qui vont veiller à la gestion des projets. Aussi des personnes qui montent les projets, les IPE. Ah, j'attends un petit peu qu'il y ait plus de monde qui se connecte encore avant de passer à la question suivante. Parce que là, vous êtes une soixantaine pour l'instant à avoir répondu et donc on a toujours une majorité de chargés de projets européens ou d'ingénieurs de projet. Très bien, en tout cas, merci pour vos réponses. Les gens sont encore en train de participer, donc j'en profite pour baisser un peu mon store, parce que comme vous voyez, il y a un joli soleil ce matin qui inonde le bureau. C'est gênant, là. Ah, donc dès que je verrai qu'il n'y a plus de personnes qui sont en train de répondre, j'espère que vous avez tous pu vous connecter. Ok, bah super. Du coup, on va passer à la question suivante, qui est aussi, je pense, la dernière pour cette introduction, savoir quel est votre niveau de maîtrise du portail européen de 1 à 5. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste un peu pour avoir une idée à quel point vous vous sentez à l'aise ou pas avec cet outil, qui est quand même indispensable quand on gère des projets ou qu'on en dépose d'ailleurs. Alors, il y a une tendance qui se dessine voilà, de 3 sur 5. Donc, on va essayer d'y remédier. J'espère qu'à la fin, vous pourrez donner une note un peu plus élevée. Très bien. Près de 4 personnes qui ont répondu. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. C'est toujours utile et intéressant de savoir voilà, qui est là et en l'occurrence, voilà, comment vous pouvez maîtriser le portail. Donc, on se servira de Slido pour les questions. Donc, à la fin des sessions, voilà, vous pourrez poser vos questions sur Slido et on ne répondra uniquement que sur les questions qui sont sur Slido pour des questions de gestion. C'est beaucoup plus simple. Donc, merci voilà, d'utiliser uniquement Slido et pas le chat de la réunion si vous avez des questions à nous poser. Ceci étant dit, on va poursuivre. On a vu voilà, qui était connecté ce matin. Rapidement, du coup, ma collègue remet les slides. Donc, voilà, l'équipe du PSN juridique et financier. Nous sommes en fait une équipe de 5 personnes. Mes collègues voilà, sont toutes là aujourd'hui connectées avec moi. Donc, comme ça apparaît sur la slide, donc il y a Ingrid Licky, Irénée Créta, Lucie Vaucel et Cécile Barra. Donc, nous répondons du coup, voilà, bonjour tout le monde, comme ça, vous voyez tout à l'écran. Du coup, dans l'émission, notre mission principale, c'est de vous former, vous informer sur les règles de participation, les aspects juridiques et financiers du programme Horizon Europe, mais aussi de H2020, parce qu'il y a toujours des projets H2020 en cours sur lesquels vous pouvez avoir des questions. Et forcément du travail. Voilà, on appuie aussi nos collègues les PCN thématiques. On tient une hotline, donc vous pouvez nous écrire, hein, vous le savez déjà certainement, mais sinon, sachez que vous pouvez effectivement nous écrire via le formulaire du site en ligne, mais aussi nous contacter par téléphone.
pour répondre à vos questions. Et puis nous avons, là, il y a le lien d'actu si vous avez besoin d'en savoir plus sur un sujet, vous voulez voir l'actualité, n'hésitez pas à aller le voir sur le site justement français. On y met régulièrement pas mal d'informations. Tous les webinaires, ils s'y trouvent des fiches pratiques, etc. Donc c'est toujours utile. Voilà, je pense que j'en ai plus ou moins fini pour cette introduction et du coup je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Irénée Créta qui va commencer par une présentation générale du portail. Donc je te passe le flambeau, Irénée. Oui, merci Ingrid et Fanny, excusez-moi. Et bonjour à toutes et à tous. Comme Fanny disait, on va commencer avec une présentation générale du portail. Et d'abord, juste pour vraiment vous présenter de manière générale l'outil. Sûrement, la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le visiter, mais c'est les portails, les points d'entrée en fait au programme européen, pas seulement au programme européen de recherche et innovation, mais à tous les programmes qui sont gérés par la Commission européenne et ses agences. Donc, une fois que vous auriez cliqué sur les liens que vous trouverez dans la slide, vous accéderez à une page dans laquelle vous pouvez sélectionner les programmes qui vous intéressent, trouver des actualités, trouver des événements et des liens utiles pour pouvoir avoir des informations supplémentaires sur chaque programme. Donc, c'est vraiment l'instrument principal pour pouvoir découvrir et travailler sur les programmes européens. Mais si on va se concentrer sur Horizon Europe, c'est aussi, bien sûr, les points d'entrée à Horizon Europe, parce que c'est via les portails qu'on arrive d'abord à trouver les appels à propositions et appels d'offres. On arrive à gérer nos projets et les résultats de nos projets aussi. Il y a toutes les informations sur les programmes, sur sa structure, sur ses outils, ses actions et les missions aussi. Donc, on peut connaître vraiment Horizon Europe via les portails. Et aussi, c'est important de le dire, il y a une page dédiée au financement souple et simplifié, excusez-moi, le LAMPSAM. C'est une page qui a été créée récemment, plus ou moins, par la Commission, et qu'avec le but de vous donner toutes les infos pratiques pour préparer votre proposition et gérer un projet LAMPSAM de manière conforme aux règles aux conditions qui sont prévues par la Commission. Donc, c'est très utile cette page et je vous suggère de la visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, on va voir quels sont les services du portail en accès libre. Donc, on a fait une panoramique générale et la première partie de ces webinaires vise vraiment à découvrir tous ces services qui sont accessibles à tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Ça, c'est la première page du portail. Dans la première page, vous trouverez les 5 onglets qui sont affichés ici et que maintenant on va découvrir ensemble. Plus spécifiquement, dans les onglets, les 5 onglets à disposition dans la page principale, on trouve d'abord les informations sur les appels à propositions et appels d'offres. On trouve les instructions pour apprendre à participer au programme cadre. On trouve des outils de communication et diffusion pour les résultats de nos projets et pour les activités. Après, il y a un espace qui est dédié aux experts évaluateurs. On va voir aussi ça de manière un peu plus détaillée. Et finalement, il y a un onglet dédié aux outils de support, qui est aussi très utile et très intéressant. Donc, on va dérouler maintenant, on va découvrir chaque onglet et on va comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque partie. Juste, j'anticipe juste une information. La troisième partie de cette webinaire sera dédiée à une démonstration qui aura comme objet aussi la découverte des fonctionnalités qui sont à libre accès dans les portails. Donc, restez connectés.
La première partie, le premier onglet du portail, qui est celui dédié aux opportunités, qui s'appelle Search Funding and Tenders, a l'objectif de nous donner accès à tous les appels à projets qui sont ouverts sur le portail. Mais pas seulement, excuse-moi, pas seulement ceux qui sont ouverts, mais aussi ceux qui viennent de fermer et ceux qui iront ouvrir bientôt. En fait, on a la possibilité de faire une recherche par mots-clés, et comme on va voir tout de suite. Et après, on pourra trier avec des autres filtres, par exemple, appel ouvert, appel à venir, ou par programme et par sous-programme. Une fois qu'on a trouvé notre appel, s'il vous plaît, pouvez-vous éteindre votre micro, que j'entends de bruit. Merci beaucoup. Une fois qu'on aura trouvé notre appel, vous accéderez à la page de cet appel. Chaque appel se présente de la même manière, avec une description, avec les conditions de participation, avec les éléments par rapport au budget, à la clôture. Et ça aussi, on aura l'occasion de les voir tout de suite. Donc, on commence avec la fonction en recherche pour trouver l'appel qui nous intéresse. Ça, c'est la page qui s'affiche. Et comme vous voyez à gauche, il y a la possibilité de faire la recherche par mots-clés. Et après, il y a les différentes fonctions et les différentes options qu'on peut cliquer qui vont nous servir pour filtrer notre recherche et donc affiner notre recherche. Et à droite, il y aura la liste des options, des opportunités qui sont liées aux informations que nous avons insérées dans notre recherche. Et c'est important aussi de dire que cette page vous offre la possibilité, et comme vous voyez à l'intérieur du cercle rouge, d'activer soit les flux RSS que les calendriers. Ça va vous permettre d'activer une alerte, d'être informé chaque fois qu'il y aura des appels qui s'ouvrent par rapport à des sujets qui sont d'intérêt pour vous dans vos domaines. Donc, c'est quand même intéressant et interactif, on peut dire. Une fois que nous avons trouvé notre appel, l'appel qui nous intéresse, on pourra cliquer sur l'appel et on accédera à cette page-là qui, comme vous voyez, nous offre la panoramique complète de l'appel. On retrouve à gauche toute la liste des infos que la page nous propose. Description, destination, document, budget et délai. Donc, toutes ces infos sont contenues à l'intérieur de cette page et tous les appels se présentent de la même manière. Et donc, c'est absolument important de lire toutes ces infos avant de commencer à travailler sur l'appel. Et toujours dans la page de l'appel, on peut trouver à la fin la possibilité de faire une recherche partenaire. En fait, on pourra voir, comme vous voyez ici, il y a 172 organisations qui sont en train de chercher des partenaires pour collaborer sur cet appel. Si on va cliquer sur View Edit, on pourra avoir la liste donc, de ces organisations-là. Donc, c'est très intéressant, c'est très utile pour trouver des partenaires, des potentiels partenaires et commencer de nouvelles collaborations. Et bien sûr, nous aussi, nous pourrons faire afficher notre organisation dans la recherche partenaire par rapport à un appel qui nous intéresse. Et on va voir d'ici un peu aussi comment le faire. On passe au deuxième onglet qui est How to Participate. Et donc, dans cet onglet, on retrouve 4 sections. Il y a les étapes clés, il y a les documents de référence, il y a les registres des participants et la recherche des partenaires. Et on va bien découvrir les 3 premières sections. Par rapport à la recherche des partenaires, en fait, c'est la fonction qui est liée à celle qu'on vient de voir. Donc, c'est là qu'on pourra enregistrer notre organisation pour faire la recherche partenaire par rapport à un ou plusieurs topics qui nous intéressent. Les étapes clés, c'est une fonction utile intéressante pour trouver des informations et nous guider sur les étapes clés d'une soumission de proposition. Donc, on a des informations sur comment trouver un appel, comment trouver des partenaires, comment créer un compte sur les portails, comment enregistrer une organisation et finalement, comment créer et soumettre une proposition.
Donc, si vous découvrez Horizon Europe, je vous invite à lire ces instructions. Après, la section documents de référence. Et aussi, et ça, c'est une section que, honnêtement, on va continuer à utiliser, même pour les organisations et les personnes plus expertes, parce que c'est là qu'on trouve tous les documents et les modèles, les informations utiles pour déposer une proposition, gérer un projet et aussi pour les audits. Et en fait, ici, on a tous les types de documents. On a les documents législatifs, on a les work programs et les modèles d'accords de consortium. On trouve des guides informatifs qui ont été faits par la Commission. On trouve des modèles et donc c'est la partie qui rassemble en fait tous les documents essentiels pour la vie d'un projet. Et donc, c'est important de garder bien en tête que là, on a vraiment la collection de tous les documents et de tous les instruments utiles et nécessaires pour pouvoir déposer et gérer un projet de manière efficace. Et finalement, on arrive à la partie pratique, en fait, qui nous permet de enregistrer notre organisation dans les portails. Ou sinon, rechercher une organisation qui a déjà enregistré par les biais de la fonction Peak Search. Et tout ça, on va le voir d'ici un peu avec ma collègue Cécile et ma collègue Lucie, mais juste pour vous présenter où on peut accéder à cette fonctionnalité qui est en fait à l'intérieur de la section How to Participate du portail. Les troisième onglet, c'est l'onglet Project and Results. Donc, c'est l'onglet qui nous présente les outils de communication et diffusion pour nos activités de projet et nos résultats. En fait, on retrouve les liens pour plusieurs outils qui sont mis à disposition par la Commission ou par des projets qui sont financés par la Commission, comme par exemple les Horizon Dashboard ou Cordis ou les Horizon Results Boosters ou Horizon Result Platform ou l'outil pour retrouver des success stories. Ça concerne soit Horizon Europe, qui est H2020 en fait, donc les programmes cadres précédents. Et c'est bien de pouvoir maîtriser ces outils parce que ça va être intéressant soit pour consulter d'autres expériences et d'autres résultats, mais en même temps, ça va aussi peut-être nous aider pour donner de la diffusion aux résultats de notre projet parce que nous savons qu'il y a une obligation de communication et de diffusion à l'intérieur de chaque projet financé par la Commission européenne. Donc, c'est important de savoir que plusieurs outils sont mis à disposition et qu'on peut le retrouver à l'intérieur de cette page. J'ai éteint mon micro. Juste un petit focus sur le Horizon Dashboard. C'est un outil plutôt récent, en fait. Ça fait quelques années que la Commission l'a créé, l'a mise à disposition. Et c'est très intéressant et très utile pour faire des recherches et des statistiques. En fait, il y a pas mal de données à l'intérieur de cette page, de ces portails, sur Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, sur les projets soumis, sur les projets qui ont été financés. Et on peut trier notre recherche par pays, par organisation, par pilier, par cluster, par exemple. On peut vraiment affiner notre recherche et avoir des données complet et avoir un panoramique sur la participation au programme cadre. Donc, si vous avez besoin de faire des statistiques, je vous suggère d'aller regarder cette plateforme. Il y a aussi des vidéos de la commission, comme vous pouvez voir à côté, à droite, des tutos pour apprendre à utiliser l'instrument. C'est assez facile, mais en tout cas, si vous avez besoin, il y a des guides pour le faire de manière efficace. Et l'onglet D, la quatrième onglet, c'est dédié aux experts évaluateurs. On sait que la Commission
nomme des experts évaluateurs pour l'évaluation des appels, des experts qui sont donc qui connaissent bien, sont experts dans un domaine spécifique, qui ont aussi la caractéristique d'être indépendants, impartiels, de n'avoir pas un conflit d'intérêt avec les appels, les propositions qu'ils sont en train d'évaluer. Donc, chacun d'entre nous, s'il présente ces conditions-là, peut être un expert évaluateur. Et cette page vous donne la possibilité de connaître un peu cette fonction, quelles sont les conditions pour les faire et comment, en fait, un expert évaluateur travaille dans les contextes du programme 4. Il y a des documents, il y a des modèles de contrats, il y a des vidéos d'explication et c'est là qu'on peut s'enregistrer en tant qu'expert. Vous voyez, donc ça, c'est la page, elle s'affiche comme ça et vous auriez une vidéo pour avoir des infos et des autres documents utiles. Donc, je vous invite à découvrir cette page si l'idée de devenir expert évaluateur, c'est quelque chose qui vous tente. Et pour finir, on arrive à la dernière partie, au dernier onglet, qui est l'onglet support. Et c'est là qu'en fait, on retrouve tous les outils de support qui sont mis à disposition par la Commission. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider pendant tous les cycles de vie d'un projet. Et il y a des FAQ, il y a des guides, des manuels qui sont rédigés par la Commission. Il y a des services d'helpdesk, soit de la Commission, mais d'autres services comme donc les services du PCN, par exemple, qui peuvent vous aider et en direct, en fait, chaque fois qu'il y a un souci qui arrive ou un doute qui arrive. Et après, il y a aussi de vidéos de support et pour comprendre mieux le fonctionnement de certains mécanismes. Donc, bon, désolé, j'ai terminé. Je laisse la parole à ma collègue Cécile donc pour vous parler de services du portail européen qui sont accessibles en accès restreint. Merci beaucoup et je te laisse la parole, Cécile. Merci Irénée. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons maintenant entrer plus dans le détail des services du portail européen qui sont accessibles avec un accès restreint, c'est-à-dire un new login. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Cécile, on voit, mais pas en plein écran. Pas en plein écran, d'accord. On voit pas tu vois le diapo. Hein. Voilà, parce que moi, je ne vois plus. Voilà, là, ça y est, je pense que ça devrait être. Merci pour la confirmation, Fanny. Donc, effectivement, comme le disait Irénée tout à l'heure, il y a un certain nombre de services qui sont accessibles largement. Mais il faut savoir que si vous voulez déposer une proposition ou si vous devez gérer une proposition, évidemment, il va falloir aller plus loin et accéder aux services du portail. Pardon, Cécile. Oui. Cécile, excuse-moi, pardon de te couper, mais comme je vois effectivement que c'est parfois un peu assuré, peut-être te proposer de couper ta caméra, désolée, pour qu'on t'entende bien quand tu parles. Désolée. Les soucis du technique. Je pense que ce sera mieux. Je fasse une petite manip et je vais couper ma caméra. Est-ce que ça... J'espère que c'est mieux. Ma caméra je te dirai, mais... D'accord. Ouais, merci beaucoup. Désolée. Les soucis de la technique ce matin, la technique ne voulait pas coopérer. Donc, quels sont les services du portail du participant qui sont en accès limité et en accès limité avec un compte spécifique qu'il faut créer? Ce sont les services de soumission des propositions, tout le système de soumission des propositions de projet, le registre des participants au travers du PIC pour Participant Identification Code, les services de signature électronique de la convention et les services de gestion du projet, tout ce qui relève du continuous reporting, des rapports périodiques, des rapports finaux,
Les services dédiés aux experts évaluateurs, puisque quand une personne s'est déclarée en tant qu'expert évaluateur et qu'elle est sollicitée pour évaluer des projets, cela se passe au travers du portail du participant également. Et enfin, les services dédiés aux audits. La liste n'est pas forcément exhaustive parce que le portail le Funding and Tenders Portal est un portail qui évolue beaucoup. La commission rajoute des fonctionnalités, rajoute aussi des programmes qui sont gérés au travers de ce portail. Et donc, les fonctionnalités et les services sont susceptibles d'évoluer. Et nous-mêmes, nous découvrons parfois des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles la commission ne communique pas forcément largement. Donc, je vous le disais, pour les services qui sont en accès restreint, il faut disposer d'un IU Login. Et pour disposer d'un IU Login, bien évidemment, il faut le créer. C'est impératif d'avoir un IU Login, notamment pour enregistrer son organisation, pour soumettre une proposition, pour gérer un projet, pour devenir expert. Je ne vais pas longuement entrer dans le détail du processus, juste vous redonner les premières étapes, puisque nous avons fait, mes collègues du PCN juridique et financier ont fait une courte vidéo et vous aurez le lien direct dans la présentation pour regarder cette courte vidéo qui est un petit tuto et qui vous accompagnera dans toutes les démarches. Pour faire court, il faut se rendre sur la page d'inscription, y renseigner le nom, le prénom, l'adresse mail, cliquer sur créer un compte. Cela va générer un courrier électronique et vous allez recevoir un lien d'activation qui sera envoyé à l'adresse que vous aurez renseignée. Et en cliquant sur le lien d'activation, vous pourrez confirmer un mot de passe. Et à ce moment-là, vous pourrez à nouveau retourner sur le portail et renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est très rapide comme action et bien évidemment, si vous ne faites pas cette action-là, vous ne pourrez pas aller plus loin dans l'utilisation du portail du participant. La commission souhaite renforcer les conditions d'utilisation du portail en mettant en place un système de double authentification. Pour ceux d'entre vous qui utilisez au quotidien le portail du participant, vous voyez depuis quelques mois le message apparaître nous informant que très bientôt, il y aura un système de double authentification. La commission souhaite renforcer les conditions d'utilisation du portail et les sécuriser parce que sur le portail, il y a énormément d'informations qui sont sensibles et d'informations qui sont confidentielles, d'informations personnelles et d'informations qui sont sensibles. Elle souhaite également rassurer les utilisateurs sur la manière dont on accède à ces informations et sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'actes malveillants de récupération d'informations. Alors, pour l'instant, ce n'est pas déployé parce que effectivement, il y a eu énormément de remontées de bénéficiaires et d'utilisateurs sur les difficultés que peuvent poser ces systèmes de double authentification. Et donc, la commission propose plusieurs méthodes possibles pour les bénéficiaires.
Les différentes méthodes sont reprises dans la slide que vous voyez, c'est-à-dire il peut y avoir un enregistrement au travers d'une application mobile. C'est la méthode que recommande la Commission européenne. Un enregistrement au travers d'un téléphone portable, c'est également recommandé par la CE. Un enregistrement au travers d'une plateforme ou d'une clé de sécurité. Et in fine, la quatrième méthode possible serait l'authentification au travers de la carte d'identité avec cette fonction. Et ma collègue me rappelait juste avant le démarrage du webinaire que la carte d'identité française ne permet pas à ce stade de s'identifier au travers de notre carte d'identité nationale. Je vous invite à revoir le webinaire de l'ACE parce que ce sont des sujets techniques et que nous, PCN juridique et financier, ne sommes pas des spécialistes de la technique. Donc, je vous invite à revoir le webinaire de l'ACE et évidemment également de vous rapprocher de vos responsables systèmes d'information aussi pour savoir ce qui peut être faisable dans votre organisation, puisque c'est chaque organisation qui devra choisir les modalités qui lui sont appropriées pour mettre en place la double authentification. La Commission pousse très fort pour lancer la double authentification, mais en même temps, elle a conscience que cela pose des problèmes au niveau des organisations et en particulier au niveau des grosses organisations qui avaient mis en place d'autres systèmes d'authentification quand on est 10 dans un service à suivre les projets, la soumission, le reporting. Donc, elle a bien conscience que ça pose problème, mais elle souhaite vraiment pousser pour sécuriser l'utilisation du portail du participant. Irénée le disait tout à l'heure, pour soumettre une proposition, il faut avoir bien évidemment un EU login, ça c'est le premier pas, mais il faut également, quand on est embarqué dans une proposition, il faut disposer d'un PIC. Et la première des choses qu'il faut vérifier quand on va dans une proposition, c'est que l'organisation au titre de laquelle on participe dispose d'un PIC. Et on peut vérifier cela en allant sur le portail du participant, vérifier que notre organisation est enregistrée dans le portail du participant en recherchant l'organisation au travers du PIC. Donc, si on ne connaît pas le PIC, on peut rentrer le nom de l'organisation. Et Lucie vous montrera ça, je pense, tout à l'heure dans la démo pour voir si le nom sort et si l'organisation n'est pas enregistrée, eh bien, il va falloir la créer. Et c'est également un passage obligé. Parce que sans PIC, il n'y a pas de possibilité de participer à un projet. Créer un PIC, c'est facile, c'est rapide. Et il faut savoir que le PIC ne sera validé que si le projet est financé. De la même manière que pour le EU Login, nous proposons sur notre site PCN juridique et financier une courte vidéo, un petit tutoriel pour vous aider dans la création d'un PIC si vous avez ce passage obligé pour participer au projet. Là encore, pour rappel et pour faire
très court sur le sujet. La procédure reprend à peu près 5 à 10 minutes. On peut interrompre l'enregistrement à tout moment et le reprendre plus tard. Il faut savoir que pour créer un PIC, il faut préparer un certain nombre de documents. Et les documents de base qu'il faut avoir à côté de soi pour créer le PIC, ce sont les copies d'avis d'immatriculation au registre national ou la référence légale de création de l'entité s'il s'agit d'une entité de droit public, les numéros et attestations de TVA intracommunautaire, les copies des statuts si l'entité qui se déclare est une entité avec un statut à but non lucratif, mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Si le projet est retenu, c'est le service central de validation de la commission qui va valider l'entité et qui va attribuer le PIC à l'entité pour qu'elle puisse participer au projet. La validation est unique. Elle se fait pour toutes les entités et elle sera valable pendant toute la durée du programme. Et au-delà d'ailleurs. Et elle est valable aussi pour la participation à d'autres programmes, puisque l'entité n'existera qu'une seule fois dans le registre des participants de la commission. La validation, je l'ai déjà dit, démarre lorsque la première proposition est financée et l'autorité d'octroi, le service central de validation, va vérifier l'existence légale de l'entité, l'éligibilité au financement, le mandat du LIR, je vais y revenir après, et la capacité financière si nécessaire. Nous avons également produit une fiche une fiche pratique relative à la vérification de la capacité financière. Et de la même manière, c'est une ressource que vous pouvez consulter sur notre site. Pour la validation des entités juridiques, les documents à fournir sont ceux qui s'affichent là. Pourquoi il faut fournir ces documents? Eh bien, il s'agit de démontrer que l'entité juridique et l'entité qui souhaite participer existent. Pour les individus, pour les personnes qui participent en tant que naturelle personne, il faut fournir la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport et le numéro d'attestation, l'attestation et le numéro de TVA intracommunautaire. Pour les entités publiques, il convient de fournir la copie de l'acte légal qui crée l'entité publique et également attestation et numéro de TVA intracommunautaire. Pour les entités privées, in fine, il faut fournir le document officiel prouvant le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement national et également l'attestation et numéro de TVA intracommunautaire. Vous retrouverez tous les liens que nous mentionnons dans notre présentation. Tous les liens sont actifs et vous aurez les liens pour savoir exactement quels sont les documents qui sont à fournir si ces sujets vous intéressent. Toujours pour pouvoir participer à un projet, une fois que l'entité est créée, et si votre entité est déjà créée, il va falloir définir les rôles à la fois au niveau de l'entité et au niveau des projets. Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles dans son entité et on va entrer un petit peu plus dans le détail des différents rôles.
au niveau de l'entité, il va falloir définir le rôle de lire et les rôles au niveau au niveau de l'organisation. Il peut y avoir différents rôles. Il peut y avoir le rôle de lire et les rôles au niveau de L-sign et F-sign. L-sign pour les rôles de signataire de convention des conventions de subvention. Et F-sign, ce sont les rôles de signataire des rapports financiers. Et c'est au niveau de chaque organisation qu'il vous appartient de définir qui fera quoi. Et au niveau des projets, il va falloir définir les rôles de chaque personne. Et c'est de la même manière au niveau de l'entité qu'il convient de définir les rôles de chacun. Et c'est un moment qui est important parce que c'est un moment qui peut être bloquant pour la mise en œuvre du projet. Le tout premier rôle, et c'est un rôle qui est indispensable, c'est de définir le rôle du LIR. Le LIR, c'est pour Legal Entity Authorized Representative. C'est la personne qui sera l'interface entre l'entité et l'autorité d'octroi. C'est une personne qui est nommée par le représentant légal de l'entité au travers d'une procédure dédiée. C'est cette personne qui aura pour rôle de mettre à jour les informations relatives à l'entité. Et c'est également le LIR qui procède aux nominations sur le portail des personnes qui ont le droit de signer électroniquement les conventions de subvention et qui ont également le droit de signer les rapports financiers. Donc, le tout premier passage obligé pour une entité qui se crée sur le portail du participant et qui va valider, qui verra son PIC validé, c'est de définir qui sera lire au niveau de l'entité. Et il est important au niveau de l'entité de bien veiller à ce que si le lire s'en va, parce que ça arrive, parce que les personnes dans les entités bougent, de bien garder, de faire en sorte qu'il y a toujours un lire au niveau de l'entité. Parce que cela peut poser problème, parce que si on ne peut plus accéder aux informations relatives à l'entité, ça peut être problématique et on a souvent des questions qui nous viennent de nos bénéficiaires en disant mon entité existe, mais on n'a plus accès au compte du LIR et on ne peut plus rien faire. Quels sont les droits du LIR? Le LIR, je l'ai dit, il nomme et il révoque aussi, il nomme et il révoque les personnes qui sont habilitées à signer les conventions de subvention et les rapports financiers. Mais le LIR a également une vision d'ensemble sur tous les projets qui sont soumis. Il a une vision d'ensemble des projets qui sont en cours de négociation ou de mise en œuvre. Et je l'ai déjà dit, il gère les rôles sur le portail du participant. J'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet-là, mais donc pour redire et insister, il faut identifier la personne qui sera lire. Il faut qu'elle s'assure qu'elle a un EU login aussi, bien évidemment, parce que sinon elle ne pourra pas désigner les autres rôles. Il faut enregistrer le lire dans les données de l'entité, donc en allant sur My Organization sur le portail. Mais je pense que Lucie montrera rapidement ces sujets-là. Récupérer les documents à signer, la lettre de nomination du LIR et la déclaration de consentement du LIR. Donc tout ça est très formel et c'est important de le faire. Faire signer ces documents et les déposer sur le portail du participant avec les pièces d'identité du LIR
et les documents prouvant l'autorité du représentant légal. La nomination du LIR in fine sera validée dans le système central de validation de la CE et par le service central de validation de la CE. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, contrairement à la création de l'EU logging et la création du PIC, le système central de validation, et c'est normal, effectue un certain nombre de vérifications et donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais il faut savoir que tant que les PIC ne sont pas validés par le service central de validation, on ne pourra pas aller jusqu'à la signature des conventions de subvention. Donc, il ne faut pas non plus tarder à soumettre les documents lorsque cela est demandé. Et après validation, le compte du LIR peut être validé, peut être activé, pardon. Une fois que le LIR a son compte validé, il pourra désigner les L-sign et les F-sign dans son organisation. Vous avez là la copie d'écran de ce que voit le LIR, et le LIR pourra activer et ajouter des rôles en allant là-dessus, et il pourra, en allant sur cette partie-là et en désignant les L-sign et les F-sign. Quels sont les rôles des L-sign et des F-sign? J'en ai déjà parlé rapidement. Le L-sign est la personne qui sera autorisée à signer la convention de subvention et ses avenants. Et le F-sign, toujours nommé par le LIR, est la personne, là où les personnes, parce que bien évidemment, chaque entité peut en désigner plusieurs, et là où les personnes qui seront autorisées à signer les états financiers, c'est-à-dire les rapports financiers, rapports périodiques et rapports finaux. Et c'est à chaque organisation de désigner les uns et les autres, étant entendu toujours que une personne peut cumuler plusieurs rôles. Il n'y a pas d'incompatibilité à cumuler plusieurs rôles au niveau de l'entité légale. Au niveau du projet, maintenant, il va falloir également désigner des personnes. Toujours, ces personnes-là devront avoir un IU login. Si elles n'ont pas d'IU login, elles ne pourront pas accéder à la proposition. Un des premiers rôles qui est défini au moment de la création d'une proposition et au niveau du coordinateur, c'est le contact, le coordinator's contact. C'est la personne qui sera le contact principal de l'autorité d'octroi pour le projet. C'est elle qui peut nommer et révoquer les participants contact dans toutes les entités du consortium. Le coordinateur contact peut également attribuer les rôles de L-sign et de F-sign lorsqu'ils ont été désignés par le LIR. S'ils ne sont pas désignés, le coordinateur contact ne peut pas le faire au niveau de son entité. Le coordinator's contact est également la personne qui modifie les documents du projet sur le portail, et c'est elle qui peut soumettre la proposition. Donc, c'est cette personne-là qui a le rôle au niveau du coordinateur. Au niveau des bénéficiaires, on désigne des participants contact. Ça sera les représentants des bénéficiaires dans le cadre du projet. Chaque bénéficiaire peut avoir un ou plusieurs participants contact. On est limité en nombre, mais le nombre est assez conséquent. Bien évidemment, chaque bénéficiaire peut avoir plusieurs projets.
Et chaque participant contact peut, au niveau de son entité, désigner son L-sign, son F-sign. Le participant contact peut soumettre des travaux au coordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le participant contact peut déposer un délivrable pour que le coordinateur le soumette pendant la durée de vie du projet au project officer. Et le participant contact a des droits en écriture sur le portail du participant pour la partie qui le concerne, notamment dans le cadre de la préparation de la soumission du projet. Il peut renseigner et modifier les informations qui le concernent qui concerne son entité, remplir la table des chercheurs, remplir la liste des publications, désigner les laboratoires qui seront impliqués dans la proposition, etc., etc. Et au niveau du participant contact, les droits en écriture sont limités à l'entité bénéficiaire pour laquelle il intervient. Quelle est la configuration minimale des rôles pour un projet? Un LIR, bien évidemment, un LIR par entité, un coordinator contact, si on est coordinateur, un participant contact par bénéficiaire, un legal signatory et un financial signatory si le projet est retenu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, une personne physique avec un même compte EU Login peut cumuler plusieurs rôles et autant de rôles que nécessaire. Avec toujours un point de vigilance, c'est que si une personne s'en va, il faut essayer de garder et d'anticiper pour pouvoir modifier les différents rôles sur le portail et garder la maîtrise de l'accès au portail. Autre point important, ce n'est qu'avec un EU Login que l'on peut gérer une proposition qui a été financée. Et gérer une proposition financée, c'est tout le volet contractualisation électronique, ce que l'on appelle la phase de préparation de la convention de subvention, signer le Grant Agreement, mais également, pendant toute la durée de vie du projet, c'est déposer les délivrables, les soumettre, c'est gérer les milestones, c'est déposer les publications, c'est remplir les indicateurs qui sont demandés par la commission. Donc, c'est tout le volet continuous reporting en ligne sur le portail du participant. C'est également pouvoir gérer éventuellement et si nécessaire les avenants au Grant Agreement. C'est également pouvoir communiquer au travers du Communication Center avec le Project Officer, déposer et soumettre les délivrables et effectuer les reportings contractuels qui sont des rendez-vous réguliers sur le portail du participant. Et vous avez là une copie d'écran de ce à quoi ressemble l'interface quand on a un EU Login dans lequel on voit à la fois les proposals et les projets. Bien évidemment, on a accès à ça, encore une fois, uniquement avec l'EU Login. Un dernier mot sur la rubrique My Person Profile. La commission invite les chercheurs en particulier à créer et à renseigner le Person Profile. C'est la possibilité de créer un profil personnel dans lequel on peut y déposer son CV et un certain nombre de documents, y mettre son parcours de chercheur. Et l'objectif affiché par la commission,
c'est d'établir un réseau d'utilisateurs du portail afin qu'ils interagissent au travers de la fonction recherche de partenaires notamment. Et ce que la Commission souhaite également, c'est au travers de ce profil particulier, suivre la carrière des chercheurs. Elle a fait beaucoup la promotion du person profile au moment du lancement du programme cadre. Il y a des interfaces de récupération d'informations du person profile quand on remplit la table des chercheurs dans les propositions notamment. Mais bien évidemment, aucune des informations qui ne sont sur le person profile ne sont publiques. C'est vraiment des accès restreints également. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Première question. La double authentification, y a-t-il une solution proposée pour les adresses génériques? La réponse est non. Pas à ce stade. On a eu de longs échanges avec la commission et la commission insiste sur le fait que l'EU Login est strictement personnel et qu'elle a toléré les adresses génériques jusqu'à maintenant et qu'elle ne les tolérera plus. Et c'est une très grosse problématique pour les établissements. Ça n'est pas qu'au niveau français. C'est très largement au niveau européen, puisque les établissements s'étaient organisés avec des adresses génériques, parce qu'il y a une logique aussi de continuité de service derrière, hein, mais la commission insiste fortement pour dire que l'EU Login est personnel, il est strictement personnel. On était assez en dehors des clous sur les adresses génériques. Et nous avons mis dans mon organisation, qui est une grande organisation, on a mis nos responsables systèmes d'information sur le sujet pour qu'ils essayent de trouver des solutions et on réfléchit en interne à des solutions pour continuer à pouvoir assurer la continuité de service le mieux possible et de manière le moins compliquée possible. Mais il n'y a pas, à ce jour, il n'y a pas de solution proposée. C'était donc ça pour la double authentification. La question suivante concerne le LIR. Le LIR a quitté l'entreprise. Comment modifier, s'il vous plaît, pour l'attribuer ce rôle à quelqu'un d'autre? Tu veux que je réponde, Cécile, et puis tu complètes. Alors, Cécile le disait, c'est une question qu'on a souvent parce qu'effectivement, parfois les gens partent et du coup, vous vous retrouvez sans lire. Il y a pour ça, la Commission européenne, de toute façon, ça va se passer avec les services de la Commission européenne. À ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix. A mis une petite procédure en place avec une adresse qu'on pourrait peut-être redonner dans le chat. Je pense que ce serait utile et même rajouter et qui leur permettra en fait de vous redonner la main pour que vous puissiez, renommer un lire au sein de votre organisation. Parce qu'une fois que vous avez perdu l'accès, voilà, vous pouvez plus vous être les mains liées, en fait. D'où la recommandation de Cécile, quand elle a présenté il y a quelques minutes, de vous dire, essayez d'anticiper ça si c'est possible. Voilà. Il y a une autre chose auquel aussi je pense, c'est sachez que quand vous avez un lire, vous avez un seul lire par organisation qui est possible. Par contre, vous pouvez nommer sans limite ce qu'on appelle des account administrateurs du lire qui ont les mêmes droits que le lire, mais qui ne le sont pas. Et du coup, ça peut aussi vous aider et éviter que vous soyez bloqué si le lire est parti et que vous avez des choses à modifier sur le portail concernant vos projets en cours ou en contractualisation. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question et on remettra du coup le fameux lien, l'adresse, je ne sais plus si c'est une adresse mail ou voilà, qui vous permet effectivement de régler Quelqu'un a mis un lien directement. vers le portail pour ça.
Ben, on le mettra, on fera peut-être la présentation, on rajoutera peut-être quelque chose, je sais pas. On note ça. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le lire, mesdames? Ça répond à la question qui est posée un petit peu plus loin dans le chat, à savoir peut-on avoir plusieurs lyres pour les grandes organisations? La réponse est non. Il ne peut pas y avoir plusieurs lyres, mais effectivement, comme le disait Fanny, vous avez la possibilité de désigner des account administrators. Évidemment, on vous invite à le faire si la taille de votre organisation le justifie. On revient sur la double authentification. Pourrions-nous échanger sur nos bonnes pratiques, s'il vous plaît? Ceci est un appel à l'aide, je crois. Alors, on retient la question, peut-être ça pourrait faire l'objet d'un sujet en café RHE. Alors oui, on a évoqué déjà. Ah oui, ça a déjà été nos amis de Pays de Bretagne. Ouais. Pour ceux qui sont RHE, effectivement, on le fera lors du prochain café, sachez-le. On le rappellera au moment où on vous invitera avec le café. Faut-il refaire la démarche d'enregistrement de PIC tant qu'on n'a pas été bénéficiaire d'un financement? Si vous avez déjà un compte, je dirais que non, hein. Sauf s'il n'a pas été validé ou qu'il a été supprimé. Mais... Alors, en fait, comme l'a expliqué Cécile lors de sa présentation, en fait, quand vous n'avez pas encore reçu de financement européen, on va partir de cette hypothèse-là. En fait, vous ne pouvez aller que jusqu'à l'étape de validation de votre entité du PIC que si vous recevez un financement et pas auparavant. Donc, vous pouvez pas l'anticiper. Après, si vous avez déjà eu des financements, tu l'as dit aussi Cécile, la démarche, elle est faite dans le système une fois pour toutes. Donc, si vous avez reçu des financements H2020, vous n'avez pas à le refaire, vous êtes déjà dans le système, etc. Et ça vaut après ad vitam aeternam. Sauf demande de mise à jour spécifique, mais voilà. Donc, j'espère que j'aurais bien répondu à la question. La réponse pour moi, si je comprends bien la question, c'est que tant qu'on n'est pas bénéficiaire, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez soumis des propositions, vous n'avez pas été retenu, vous voulez resoumettre des propositions, mais vous avez déjà un PIC. Il n'est pas validé, mais vous avez déjà un PIC. Vous n'avez pas à le recréer normalement. Il a été créé dans les bases, il n'est pas validé. Vous n'avez pas, à ma connaissance, à le recréer. Il existe et je ne vous invite pas non plus à recréer plusieurs PIC, à refaire la démarche, parce que derrière, le service central de validation, si vous avez un financement, ça va générer peut-être des problèmes de validation in fine. Donc, utilisez celui qui vous a été attribué dans les propositions précédentes. Importance de vérifier d'abord si vous n'en avez pas déjà un par la fonction Search PIC. Search PIC. Comment modifier l'adresse de l'entité enregistrée lors de la création du PIC, s'il vous plaît? Alors, il me semble que quelqu'un a répondu dans le chat à cette question et la réponse est exacte. En fait, il faut il faut se connecter avec le compte du self-registrant, celui qui a demandé la création du PIC. Et il a tout à fait la main pour, même si le PIC n'est pas validé, ce self-registrant a tout à fait la main pour aller modifier les données de l'organisation. Alors même que le PIC n'a pas été validé parce que il n'y a pas eu comme vous venez de le dire, comme il n'y a pas eu de financement obtenu. Mais c'est tout à fait possible. Il faut aller dans la partie My Organization et Modify My Organization Data, quelque chose comme ça. Et si quand le PIC est valable, il est validé et l'entité change de siège social,
Même, Qui même change? principe. Pardon, mais attends, il y a un truc, pardon, je voulais rajouter un truc pour les gens qui seraient perdus, qui ne comprendraient pas. En fait, il faut bien comprendre, pour compléter, que du coup, tant qu'on n'a pas créé l'entité, qu'on n'a pas le lire, en fait, il y a cette personne, effectivement, qui est c'est la première personne qui a lancé les procédures, qui est le self-registrant, et c'est lui, effectivement, qui, par défaut, du coup, a les droits. Voilà, qui ensuite va les céder, du coup, à terme au lire. Voilà, je vais préciser ça, pardon. Et oui, et la question que tu posais, Ingrid, du coup, pardon, j'ai oublié. Si le PIC est valable, hein, c'est-à-dire il a été validé, il y a déjà eu un financement, mais l'entité change de siège social. Après, C'est c'est au, au lire de mettre à jour les c'est au niveau informations du lire. nécessaires dans le portail, voilà. Ouais, donc tant qu'on n'a pas de lire, c'est le self-register et registrant, pardon, et quand on a un lire, c'est le lire. C'est ça. Ouais, exact. Alors la présentation sera mise en ligne ultérieurement avec la vidéo sur la page de l'événement, comme d'habitude. Alors, si le représentant légal de mon entité quitte l'établissement, mais que le lire, moi, reste cependant et a son rôle de lire, le nouveau représentant légal devra-t-il envoyer et signer une nouvelle lettre de nomination du même lire? Alors, je la prends celle-là et vous compléterez les collègues. Non, en fait, une fois que le lire est nommé, il est nommé. Si le lire ne change pas, vous n'avez pas à changer le lire parce que d'autres rôles, même le représentant légal qui l'a nommé, change. Donc non, vous ne changez rien dans la situation décrite. Surtout que dans les faits, ça ne change rien pour vous non plus au niveau de votre entité dans la réalité, hein. Votre nomination en interne, elle reste valable. Vous êtes toujours dans votre mandat en tant que responsable, je ne sais quel service ou directeur reste valable, même si votre représentant légal change, hein. Donc c'est pareil pour le système de la commission. Une question, il faut que j'aille la récupérer. Je la récupérerai pour la session suivante de questions-réponses. Où peut-on déposer sans créer de lire et le créer si la proposition est retenue? Donc rester en self-registrant jusqu'à validation, c'est ça, j'imagine. De toute façon, c'est même le principe, en C'est le fait. principe. C'est le principe puisque la création du lire ne se fera qu'à la validation du PIC. Donc même si vous vouliez, en fait, vous pourriez pas le faire. Est-il possible que dans un projet, les bénéficiaires n'aient pas de legal ou financial signatory, les contacts de ces personnes-là ne s'affichent pas sur le portail? Je peux la prendre. La réponse est non. Euh, il faut obligatoirement un L-sign et un F-sign. Mais c'est chaque bénéficiaire qui peut afficher ses L-sign et ses F-sign et les désigner et les rattacher au projet. Le coordinateur ne peut pas. C'est le rôle du bénéficiaire. Et il faut que le lire les ait désignés, bien évidemment. Ça, c'est le préalable. Il faut que le lire les ait désignés et ensuite chaque bénéficiaire les active. Bonjour. Bonjour. Je suis lire depuis quelques mois et je ne vois pas tous les projets soumis dans l'onglet My Proposals. Je peux uniquement les voir dans l'onglet My Organization. Est-ce normal? Je vois Fanny qui J'y dit vais oui. si vous voulez. Ouais. Oui, c'est Ben, on normal. passe En à la fait, démo alors. On passe à la démo? Cécile, Mais je pourrais ouais, pas c'est vrai que montrer ça, Ingrid, mais oui. après, il faut répondre. Non, oui, c'est tout à fait normal. En fait, c'est pas parce que vous êtes lire qu'on vous a donné accès aux propositions. Si vous voulez avoir accès à toutes les propositions, il faut que l'équipe projet, l'équipe qui crée la proposition et qui remplit les données, je sais pas, les chargés de projet dans votre organisation ou que sais-je, les ingénieurs projet, qui remplissent les données administratives de votre entité et des personnes qui vont être impliquées dans le projet, dans la partie A de la proposition, il faut qu'elles vous ajoutent, vous en tant que lire, comme
participant de contact, en fait, comme contact de votre organisation étant lié à la proposition. Et là, vous aurez un accès et ça arrivera dans votre rubrique My Proposals. Vous serez, avec votre compte LIRE, directement lié aux propositions. Sinon, le LIRE, par défaut, il a juste l'information, il reçoit l'information comme quoi le PIC de votre organisation, de son organisation a été utilisé. Donc, le LIRE est de toute façon informé via un mail automatique qu'il y a une proposition qui a été déposée sur tel appel, mais tant qu'il n'a pas accès à la proposition et tant que l'équipe projet ne lui donne pas accès à la proposition, il ne pourra pas aller la voir, cette proposition, et avoir plus de détails. J'espère que c'est clair, je ne sais pas. Si, c'est clair, Lucie. Effectivement, c'est deux rôles différents et du coup, effectivement, il n'y a qu'au moment où les appels sont clôturés que vous avez l'info qui se met sur votre compte de LIRE et vous n'avez pas les détails des projets. Mais tu l'as dit, ouais, Cécile l'avait évoqué déjà dans sa présentation, mais voilà, ça permet de reclarifier ce point. Alors, quelqu'un nous demande la différence d'accès entre le LIRE et l'Account Administrator. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas LIRE officiellement, mais vous avez les mêmes droits exactement. En fait, le LIRE, c'est vraiment c'est un rôle unique qui est dans le portail, mais voilà, la compte administrateur, ça permet d'avoir comme les mêmes droits et justement de ne pas vous retrouver bloqué si le LIRE n'est pas disponible le jour où vous avez besoin de lui ou le jour où il est parti. Est-ce que ça veut dire que l'account administrateur pourrait par exemple signer un grant agreement au nom du Non, LIRE? mais de toute façon, un LIRE n'a pas c'est pas le rôle du Ah oui, LIRE. parce que c'est pas le L-sign, d'accord. Non, il fait que désigner les L-sign et les L-sign potentiels de l'organisation qui en sont ensuite attribués dans les projets, par projet, etc. Donc, ouais, non. Comme l'a dit Cécile, pour résumer, non. C'est pas la même chose. Désolée, hein, moi, pas avoir de... Non, mais t'as raison. Moi, jamais déposé proposition. T'as raison. Alors, quelqu'un pose des questions au sujet du dashboard, j'ai l'impression. Puisque quand je vois clic, pour moi, ça fait référence au petit truc qui mouline quand le dashboard se charge. Il y a beaucoup de données sur le dashboard, donc parfois, ça peut prendre du temps, hein. Moi, je l'ai essayé pas plus tard qu'hier, hein, donc ça a marché. Après, s'il est en maintenance, il est en maintenance. Mais je sais pas, j'ai pas testé aujourd'hui, mais pour moi, c'est ça, c'est le temps de chargement du dashboard. Oui, en fait, non, c'est pas juste pour répondre, il n'y a pas de restriction. Je pense que c'est juste une question de chargement, comme Ingrid dit. Je viens de l'ouvrir. Apparemment, ça marche. Il faut. Alors, c'est sûr un qu'en peu de 4G, ça va computation. moins bien marcher, hein, mais. Donc, oui, pas de restriction. Oui, de toute façon, ce sont des données publiques, hein, ce qui est sur le dashboard, hein. Ça vient des propositions et de la base de données de la commission qui est anonymisée, mais publique. Les données sont publiques, hein. Voilà, c'était la dernière question pour la première session de questions-réponses. Si ce n'est que j'en ai squeezé une, donc je vais aller la récupérer. Et pendant ce temps-là, je passe la parole à Lucie qui va vous faire une magnifique démonstration en direct, live, du portail. Alors, je prends donc la main sur la présentation. Ça va pas être une présentation, ça va être une démonstration live, comme on dit en bon français. Les collègues, vous me dites si l'écran marche bien. Vous voyez mon écran? Super, ça marche. Donc, la première entrée, c'est l'entrée principale du Funding and Tender Opportunities Portal, que vous tapez sur un moteur de recherche, Funding and Tender, et ça vient tout de suite. Et comme Irénée vous l'a dit, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'elle a dit, mais de vous montrer vraiment concrètement où vous retrouvez les différentes rubriques. Vous avez tous les programmes financés directement par la Commission européenne, dont Horizon Europe. Et je ne sais pas si on voit la petite main qui bouge quand... Non, je pense. Oui. Si, on voit la main. On la voit. Super, j'étais pas sûre en technologie. Ok, ça marche. Donc, vous voyez ici Horizon Europe. J'attire votre attention ici sur les news qui concernent évidemment tous les programmes, donc pas uniquement Horizon Europe, mais il y a un certain nombre de choses qui sont liées à Horizon Europe. Donc, les news, les actualités, c'est intéressant. Les événements,
Si vous cliquez sur All Events, vous allez pouvoir retrouver tous les événements passés de la Commission européenne et ceux à venir d'ailleurs aussi, ceux qui sont prévus pour les mois à venir. Désormais, la Commission européenne, depuis quelques années déjà, a fait un gros effort de mise à disposition aussi de tout un tas de ressources. Et j'attire votre attention sur le fait que la majorité des webinaires qu'elle organise sont revisionnables aussi. Donc, vous pouvez les retrouver et les revoir. Et enfin, des liens utiles, etc. Je passe ici et je m'engouffre maintenant dans la page dédiée à Horizon Europe, qui reprend donc les différentes rubriques que je vais passer en revue, que vous retrouvez ici sur la droite. Tout ça, évidemment, c'est en accès public. Je commence ma démonstration en étant non connectée via mon code personnel, mon EU login personnel. Voilà, vous avez la structure, les différents piliers, et vous avez, Irénée, à attirer votre attention dessus, une rubrique qui est intéressante ici, qui concerne le financement simplifié, en particulier le financement lump sum, donc par somme forfaitaire. Je vous renvoie en passant sur notre webinaire de l'année universitaire dernière qui portait sur ce type de financement. La Commission européenne propose un autre webinaire, il me semble de mémoire le 19 octobre, aussi sur ce principe de financement, donc à visionner, revisionner. Donc ça, c'est intéressant. Bon, si je clique, voilà, vous allez avoir toute une série de ressources utiles liées au financement par lump sum. Voilà. Je passe maintenant et je vais donc je vais parcourir les différentes rubriques qu'Irénée vous a présentées en théorie. Donc vous avez ici tous les appels à projets avec la possibilité de faire une recherche par mots-clés, par statut, donc à venir, ouvert ou alors fermé, si j'enlève déjà fermé. Le programme, évidemment, c'est 21-27. Ici, vous n'avez pas la main puisque nous avons cliqué sur Horizon Europe. On peut sélectionner une partie du programme. Si par exemple, ici, je coche Marie Curie, voilà, le filtre a été efficace. Et là, j'ai tous les appels Marie Curie ouverts et à venir, etc. On peut sélectionner par mission, par destination aussi. Hop, par mots-clés. Donc, je vais vous faire une démonstration par mots-clés. Si j'enlève ici le programme Marie Curie, j'enlève les appels d'offres puisque ça ne m'intéresse pas et je tape ici Heritage. Et là, je vais avoir les appels ouverts liés à Cultural Heritage notamment. Et si je clique sur cet appel, voilà, je vais avoir, et ça c'était la démonstration faite avec une copie écran par ma collègue Irénée. Donc on a vraiment tout ce qui est relatif à cet appel-là, à cette ligne d'appel, avec toutes les informations générales, les informations clés en première rubrique. Ensuite, tout ce qui va concerner les mises à jour de l'appel, des informations diverses et variées. La description du topic, voilà, la description du topic. La description de la destination dans laquelle s'inscrit ce topic, les conditions générales avec aussi toute la documentation disponible, les documents, voilà, le programme de travail qui s'inscrit, les annexes générales au programme de travail liées à cet appel et la recherche de partenaires que vous voyez ici. Si je clique dessus, on va voir, et là c'est vraiment en accès libre, c'est-à-dire que vous pouvez visionner les appels, les potentiels partenaires ou les entités qui recherchent des partenaires sur ce topic en particulier. En revanche, pour vous, ça a été dit déjà par mes collègues, mais pour vous, pour poster une offre de recherche de partenaires, vous devez le faire via votre EU login. Si je retourne en arrière, si le système veut bien, non, je ne sais pas, il a l'air de... Il veut pas, si ça y est, pardon. Voilà, je retourne sur la page de l'appel et je voulais juste continuer un petit peu plus bas. C'est ici que vous pouvez commencer la soumission, donc en mettant, voilà, Start Submission. Donc, je ne vais pas le faire, évidemment. Vous avez toutes les FAQ en lien avec cet appel à projet, ce topic. Les documents, hors documents légaux, je dirais, qu'on a vu au-dessus, type programme de travail ou autre. Là, vous avez, voilà, il s'agit d'un projet en lump sum, en l'occurrence. Donc, vous avez toutes les ressources utiles lump sum, le lien vers les points de contact nationaux au niveau européen, IT Helpdesk, voilà, tout un tas de ressources utiles. Et puis, j'attire votre attention sur cette dernière rubrique, Call Updates,
que les gens ne connaissent pas toujours et qui peut être intéressante à consulter à l'issue du dépôt de votre proposition. Une fois que la clôture de l'appel est passée, vous pourrez retrouver des informations sur le nombre de propositions soumises et puis ultérieurement, une fois que l'évaluation aura été faite, sur le nombre de propositions déclarées inéligibles, ça arrive, et le nombre de propositions retenues. Ça peut être des informations, et généralement, il vous donne aussi des informations sur la temporalité, et il vous donne une indication en disant, par exemple, l'évaluation va être publiée, voilà, les informations relatives à l'évaluation seront publiées au mois de septembre. Bon, voilà, ça vous donne quelques indications. Donc, je vous invite à consulter cette rubrique. J'en ai fini pour cette grande rubrique liée aux appels à projets. Si je passe à la rubrique How to Participate, donc voilà, comme Irénée vous l'a dit, vous avez le déroulé des différentes grandes étapes, je dirais, techniques liées à la préparation et à la soumission d'une proposition. Avec à chaque fois, j'attire votre attention sur ces petites rubriques à droite, Need Help, voilà, qui renvoient essentiellement vers ce qu'on appelle l'online manual, que vous pouvez aussi retrouver, je vous montrerai tout à l'heure, dans cette rubrique Support. Mais voilà, là, ça vous met le lien directement vers l'online manual. Et je crois même, si on va par exemple ici, je clique sur online manual, je regarde, oui, ça vous donne directement accès à la rubrique de l'online manual qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'était Find a suitable call for proposal. Effectivement, l'online manual, il vous montre là comment on trouve un appel à projet. Voilà. Ici, vous avez le lien vers la rubrique Comment se créer un compte, si ce n'est pas déjà fait. Comment créer un EU login, selon le déroulé et la démarche qui vous a été présentée par ma collègue Cécile. Voilà. Et vous avez aussi, dans cette même rubrique, la possibilité d'avoir accès directement à l'outil Search an Organization ou Register an Organization. Donc, soit trouver un PIC d'une entité partenaire, soit enregistrer votre organisation sur le portail, donc demander la création d'un PIC. Voilà. Et on y accède aussi par ici. Vous pouvez y accéder aussi dans cette rubrique, la Participant Register. Je viens de le faire. Et là, donc, à droite, enregistrer votre organisation et à gauche, chercher un PIC. Et je vais vous faire la démonstration avec mon entité. Donc, je suis liée à La Rochelle Université. Et donc, si je mets La Rochelle Université, on va voir ce qui sort. Évidemment, si je l'écris bien. Hop, et voilà. On a ici La Rochelle Université avec le numéro de PIC de l'entité. Et puis là, il y a la possibilité de faire différentes choses. Contact Organization. Donc là, c'est effectivement si vous voulez inviter une entité à participer à votre projet, que vous souhaitez contacter le LIR. Et la question a été posée, il me semble, comment contacter. Je crois que c'est la question justement qu'on a perdue, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire comment contacter le LIR. Et ben, vous pouvez le contacter par ce biais-là. C'est-à-dire que vous avez cherché son PIC et vous cliquez sur Contact Organization. Alors, évidemment, il faut avoir un compte. Là, comme je suis en accès libre, je ne peux pas le faire, mais je pourrais vous montrer tout à l'heure. Mince, j'ai tout perdu. Si je retourne sur le Beneficiary Register, comme on dit, Search a PIC. Oh, bon, j'ai tout perdu. Je crois que c'est bon, sauf si j'ai autre chose à montrer, mais hop. Non, il ne veut pas. Université. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà, les axes sont contacter l'organisation ou voir si l'organisation a publié un profil qui cherche des partenaires. Donc voilà, vous pouvez faire ces recherches. Voilà, si je passe aux autres sous-rubriques de cette rubrique How to Participate, la rubrique que nous adorons au PCN juridique et financier, c'est la rubrique Reference Document. Alors là, il faut peut-être que je sélectionne un programme. Je ne sais pas pourquoi Horizon Europe n'est plus sélectionné alors que je l'avais sélectionné tout à l'heure. Voilà. Et là, nous adorons cette rubrique en particulier parce qu'il y a la base légale d'Horizon Europe, les programmes de travail. À chaque fois, je vous invite à cliquer sur les petits plus pour voir exactement tout ce qu'il y a en dessous. Hop,
Et là, vraiment, faut dérouler. C'est un système un poupée russe un peu, mais il faut dérouler. Et là, vous avez accès à tous les programmes de travail par programme. Voilà. J'attire votre attention sur les modèles de convention de subvention, ici dans la rubrique Grant Agreements and Contracts, notamment le modèle Lump Sum, etc. Je vais refermer tout cela. J'attire votre attention sur la rubrique Guidance, où vous trouverez le guide du programme Horizon Europe, la liste des pays éligibles, le lien vers l'online manual dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a différents points d'entrée. Donc, en fouillant un peu, c'est vrai que vous pouvez retrouver facilement les informations que vous cherchez. J'attire votre attention, et c'est ce document que nous adorons au PCN juridique et financier, puisque c'est notre Bible, c'est l'Annotated Grant Agreement, qui fait office de règlement financier en quelque sorte, qui reprend le modèle de convention de subvention, mais avec des annotations faites par la Commission européenne et des exemples selon les articles qui vous aideront à la compréhension de ces articles. Voilà, ici dans Template and Forms, vous trouverez aussi les formulaires de candidature qui ne sont disponibles ici qu'en PDF. Je vous rappelle que pour les obtenir en format Word, il faut vous commencer à initier la création d'une proposition. Il faut créer même la proposition. Voilà, donc vous avez tous les modèles de proposition selon différents appels. Vous avez ici les documents liés à la validation et la nomination du LIR. Voilà, les documents aussi utiles si vous avez déjà un projet en cours, les documents utiles ici, Project Reporting Templates, donc tous les modèles de periodic report, de déclaration du temps. Vous trouverez ici le modèle de feuille de temps de la Commission européenne, les Progress Reports spécifiques pour les Marie Curie, etc. Et enfin, ici, vous trouverez la liste des experts. Sauf erreur de ma part, c'est les listes uniquement des projets qui ont déjà été évalués. Les listes à venir pour les projets en cours d'évaluation ou dont l'évaluation se fera ultérieurement, parce que la date limite n'est pas encore passée, la liste de ces experts n'est pas disponible. Voilà, je passe à la troisième rubrique, Projects and Results. Je ne vais pas prendre trop de temps, on n'a pas vraiment le temps d'aller dans le détail. Mais effectivement, le dashboard, si vous avez besoin de faire des statistiques pour votre entité, c'est vraiment la rubrique utile et l'outil utile. Ils ont toute une série de ressources avec des tutoriels qui vous expliquent comment naviguer sur cet outil. Si je clique effectivement sur Organization Profile, c'est là que vous allez pouvoir trier les données liées à votre organisation. Donc, nombre de projets déposés, nombre de projets obtenus. Et effectivement, plus l'organisation va avoir un nombre de projets conséquent, plus le chargement des données peut prendre du temps. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, on peut trier par programme de travail, par le PIC, le nom de l'organisation. Et après, tous ces tableaux se mettent en mouvement et vous produisent des statistiques qui sont extrêmement utiles. Voilà. Ce Projects and Results, c'est tout ce que j'aurais à dire. Évidemment, il y a plein de choses. Les success stories, la Horizon Results Platform pour les aspects communication, dissémination liés à votre projet, rubrique extrêmement utile aussi. Et évidemment, la base Cordis, qui est la base qui va reprendre tous les projets financés avec un court descriptif. C'est le descriptif public, c'est généralement l'abstract de votre projet que vous soumettez au moment du dépôt de la proposition. Et là aussi, ça peut être très utile pour votre communauté ou pour vous-même d'aller voir sur une thématique donnée quels projets ont déjà été financés, par exemple. Je passe à la rubrique Work as an Expert, qui a été aussi introduite par ma collègue Irénée. Vous trouverez des tutoriels faits pour les experts, une vidéo qui vous explique comment devenir expert évaluateur, et vous avez ici l'entrée pour vous enregistrer en tant qu'expert. Je m'attarde pas non plus vraiment là-dessus trop longtemps. Ensuite, cette rubrique est extrêmement utile également, la rubrique Support, où vous retrouverez des liens vers des outils que je vous ai déjà présentés, notamment pourquoi je le retrouve pas là? Oui, voilà.
l'online manual. Donc ici, dans la rubrique Guidance and Manuals, vous pouvez voir le online manual, l'ancien online manual dédié à H2020, l'outil IT How To, qui est une mine d'informations et qui vous explique vraiment dans le détail tous les aspects techniques liés au portail. On vous a mis un certain nombre de liens, notamment pour la validation du LIR, etc., pour la création du PIC. On vous a mis ces liens dans la présentation que vous pourrez récupérer sur notre portail français. Mais ici, vous avez un accès direct aussi à cet outil IT How To qui parfois demande à ce qu'on soit connecté via son EU login pour accéder aux informations. Un glossaire qui est aussi utile. Vous avez l'accès direct aux références documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouve dans la rubrique que je vous ai présentée tout à l'heure. Le lien vers la FAQ. Je vous invite aussi à consulter cette FAQ. Vous pouvez trier par topic, par programme, etc. Avec toute une série, toutes les questions qui sont posées liées à un topic en particulier. Vous trouverez aussi sur la page de l'appel, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, avec une série de questions, des vidéos aussi en lien. Voilà, toutes ces ressources sont extrêmement utiles. Je voulais aussi vous montrer, voilà, et me connecter à mon compte pour vous montrer. Bon, alors s'il veut bien. Attendez, j'ai dû faire trop rapidement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. Voilà, ça va venir. Effectivement, il suffit de faire le bon code, mettre le bon mot de passe. Et vous allez voir, l'interface est globalement la même. Donc, on a cette alerte que vous devez, pour ceux qui ont déjà un EU login, avoir déjà repéré. Et effectivement, ça a été mentionné déjà ce matin, cette obligation de s'inscrire dans le dispositif de double authentification qui vous a été présenté par Cécile. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore fait. Nous avons aussi cette problématique d'adresse générique dans mon établissement. Et vous pouvez effectivement retrouver toutes les rubriques que je vous ai présentées, avec en plus l'accès à la rubrique My Person Profile, donc Manage My Area, qui vous ouvre en fait ce sommaire sur la gauche. Vous voyez, c'est juste ça. Et si on clique dessus, on voit qu'on peut avoir accès à la rubrique My Person Profile. C'est cette rubrique qui vous a été présentée par Cécile, qui est plutôt récente dans les nouvelles fonctionnalités du portail mises en place par la Commission européenne et qui vous permet de créer votre fiche profil pour notamment établir des liens avec d'autres entités. Et cette fonction a été mise en place, comme l'a dit Cécile, je ne vais pas répéter, mais pour aussi des raisons statistiques. Et il y a une interopérabilité, il y a un lien direct entre cette fonction-là, My Person Profile, et le tableau de la partie A que vous devez compléter lorsque vous soumettez une proposition, ce tableau des chercheurs que vous devez compléter avec la liste des chercheurs qui vont être impliqués dans la proposition. Si les chercheurs que vous nommez dans votre proposition, que vous inscrivez dans ce tableau, ont un profil à jour sur le portail, les données seront automatiquement mises en lien les unes avec les autres. Vous pouvez avoir accès à la rubrique My Proposal. C'est toutes les propositions auxquelles vous êtes liés, et My Project. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, dans la mesure où voilà, il y a un certain nombre de données confidentielles liées à mon établissement. Mais voilà, les propositions, c'est les propositions déposées, et les projets, c'est les projets retenus. Voilà. J'ai à peu près fini, sauf si mes collègues me mentionnent que j'ai oublié des choses, et là, je les invite à le faire. Il faudrait que je montre autre chose. Je ne sais pas si tu as, pardon, j'ai un doute, mais je me dis que c'est important si j'ai loupé, désolé. Tu as montré les différents supports et le how-to, le reste, etc. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai montré le guidance et le manual. Je n'ai pas montré effectivement cette rubrique-là, Help Desk and Support Service, qui est aussi dans cette fameuse rubrique Support. L'IT Help Desk, qui vous permet de poser directement vos questions. Europe Direct, qui vous permet aussi de poser des questions. Research and Query Service, etc. Et le lien vers les points de contact nationaux, sachant que
sauf problèmes techniques vraiment liés à la plateforme auxquels nous ne pouvons pas répondre, nous, PCN. Pour des questions plus de fond, on vous invite bien entendu, et c'est ce que la commission préconise, de vous adresser d'abord à nous, PCN français, et puis si on ne sait pas répondre, et ça arrive, et qu'on n'a pas de solution à votre problématique, on vous conseille, nous, à ce moment-là, de contacter directement l'IT Helpdesk, par exemple, pour des problèmes techniques liés à la plateforme, au nom de votre entité. Voilà, parce que nous, on ne peut pas, évidemment, sur les soucis techniques, on ne peut pas intervenir. Oui, c'est ça, c'est que effectivement, comme tu disais, nous, on vous aide, mais voilà, nous, on n'a pas la main du tout dans ce portail européen. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas d'une grande aide quand il faut mettre les mains dans le cambouis. Et puis après, pareil, si vous avez parfois des questions rapport à un contexte national d'une de vos entités bénéficiaires, par exemple, si vous êtes coordinateur, n'hésitez pas à leur conseiller de contacter, ou vous, si vous voulez, contacter aussi le PCN des autres pays, parce que voilà, ça peut être aussi utile et vous avez toutes les ressources qui sont là, quoi. Voilà. J'avais d'autres trucs, mais je pense que... Je sais pas. Sinon, de toute façon, on va passer peut-être prendre d'autres questions. Oui, c'est ça. Je dirais même plus, les PCN sont des utilisateurs du portail, mais moins que les déposants, puisque nous, on n'a pas le droit de déposer. Hein. On a un conflit d'intérêts, on n'a pas le droit de déposer. Hein. Donc, on ne peut absolument, à moins pour jouer, enfin faire bac à sable, hein, mais on ne dépose pas de proposition tant qu'on est PCN, nous. Et personnellement, je n'ai jamais déposé une proposition. je faisais que les contrats. Donc, je pense qu'on peut revenir à la session de questions-réponses. J'ai récupéré la question que j'ai malencontreusement squeezée, mais je crois que, Lucie y a répondu en direct live, donc tout va bien. Est-ce que si vous avez d'autres questions, et c'est le moment. Il y a une autre question qui est... Alors déjà, avant la dernière session, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez apprécié le webinaire? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous voulez... Voilà, après, comme on vous l'a dit, on n'est pas des techniciennes chevronnées du portail. Hein. Déjà, on n'est pas des informaticiennes. Donc voilà. Après, certaines d'entre nous, dans leurs autres fonctions, l'utilisent pour un autre organisme. C'est ce qui fait la force de l'équipe. Parce que si elles étaient toutes comme moi, je pense qu'on n'aurait pas fait ce webinaire. « 34 votants, 35 votants pour l'instant. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rester également. Hein. Il y a une deuxième session de questions-réponses qui arrive juste derrière. Oh, merci. Alors, je vais peut-être passer et vous pouvez continuer à voter, il n'y a pas de souci. Mais je vais donc passer sur la session de questions-réponses. Ah, je l'ai encore zappé, mais on y a répondu, pardon. C'est où est-ce qu'on peut trouver le contact du LIR, et ça, c'est en cherchant le FIC de l'organisation et en allant dans Action, c'est ça? Oui. Et juste pour compléter, parce que j'étais en train de faire le test, et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un EU logging pour contacter le LIR, il me semble. Parce qu'après, je suis connectée là avec mon compte et je vois pas comment dans Actions, j'arrive pas à contacter nécessairement le LIR. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'EU logging. Par contre, vous pouvez envoyer un message libre. C'est-à-dire, vous pouvez taper en disant, bah voilà, je gère tel projet, j'ai besoin d'avoir un contact du LIR, merci de me contacter, enfin, merci de me rappeler, etc. Je confirme, c'est Lucie ce que tu dis. En fait, il n'y a pas longtemps, je l'ai fait parce que je voulais aider quelqu'un qui avait une question. Et en fait, effectivement, ça ouvre un formulaire de contact et il me semble pas qu'on soit obligé de s'enregistrer pour ça, du coup.
Concernant les financements par somme forfaitaire, lump sum, dit financement simplifié, tous les projets sont-ils éligibles ou seulement quelques-uns? Est-ce bien indiqué dans l'appel? Alors, ça n'a pas de rapport avec le webinaire ou alors très indirect, mais la forme de subvention est indiquée dans l'appel, oui. Ça fait partie des conditions de l'appel, donc c'est marqué dans la page de l'appel. D'ailleurs, vous le verrez, c'est marqué tout en haut normalement. Il vous mettra si c'est un projet en co-éligible, il vous dira Project Based Grant, et sinon il dira Lump Sum Grant. Et le modèle de contrat est normalement Lump Sum Grant Agreement. Et c'est l'autorité d'octroi qui décide, donc l'union qui décide quelle forme prendra la subvention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider et proposer une autre forme de subvention. Je reçois énormément de notifications en haut à droite. À quoi cela correspond? Je peux répondre si vous voulez. Alors, les notifications que vous recevez, ce sont toutes les notifications qui correspondent soit aux propositions qui sont en cours de montage, soit aux projets qui sont en cours d'exécution. Et le portail du participant génère un certain nombre de notifications automatiques. Si votre organisation est invitée à participer dans un projet, vous recevez une notification. S'il y a des rapports financiers à fournir, vous recevez des notifications. Si vous modifiez le rôle de quelqu'un dans votre organisation, vous recevez une notification. C'est un outil qui vous permet de suivre aussi, si vous n'avez pas d'outils en parallèle, un certain nombre d'événements qui se passent au sein de votre organisation et sur vos projets. Et on n'a pas parlé ce matin d'un autre espace de notification sur le portail qui est sur le bandeau de gauche en dessous de My Projects qui s'appelle My Formal Notifications. Et sur cette partie-là, vous y recevrez en particulier si vous faites l'objet d'un audit, vous recevrez une notification formelle de la commission dans My Formal Notifications. Vous pouvez recevoir d'autres notifications, en particulier il y a des bénéficiaires qui envoient des notifications formelles dans le cadre de projets, mais My Formal Notifications, il faut vraiment les regarder parce qu'en général, ce sont des choses qui sont très importantes et qu'il ne faut pas laisser passer. Peut-être rappeler que quand on reçoit des notifications formelles, elles sont doublées normalement d'un mail qui est envoyé à l'adresse que vous avez indiqué, mais c'est vrai que c'est important. Enfin, on sait tous qu'on peut perdre des messages avec la masse, donc c'est vrai que du coup, tu fais bien de pointer Cécile vers cette rubrique qui est effectivement très importante. Je crois que Ingrid, tu parles, mais on ne t'entend pas en fait. Excusez-moi. La dernière question est donc, qui pourrait organiser une session de formation du portail plus détaillée pour le suivi et le dépôt des projets? Nous, on fait des sessions d'information, mais après, je ne sais pas moi. En fait, on l'a dit, il me semble, en intro. En fait, on a déjà fait des webinaires qui étaient dédiés sur la soumission d'une proposition. D'une part, on a fait aussi un webinaire sur la gestion des propositions. Et en fait, dans ces deux webinaires, on aborde forcément le portail, puisque le portail, c'est l'outil incontournable pour la soumission d'une part et pour la gestion aussi des projets. Donc, si vous retournez sur notre site, alors j'ai mis il me semble, dans l'introduction, quand vous aurez le ressources juridiques et financières. Oui, voilà, tu peux aussi montrer. Et en bas de la page. C'est une bonne idée. J'ai mis des liens directs vers les webinaires, mais vous les retrouvez effectivement dans nos anciens webinaires. Et là, vous avez tous les webinaires que notre équipe a pu faire. Parce que du coup, si on avait voulu aborder tout ça, on en aurait eu pour presque la journée. Donc voilà, on a déjà traité ces sujets. Donc allez voir ce qui avait déjà été fait. Sinon, vous pourrez nous poser comme toujours des questions. Et nos présentations ont généralement des copies d'écran du portail grâce à nos collègues qui sont en parallèle d'être PCN, qui sont des liés ou des
utilisatrices chevronnées de ce magnifique outil. Voilà, contractualisation, l'évaluation des propositions, hop, 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 soumission, voilà. Il a eu lieu en février. En 2022, mais voilà, pardon, c'était le 10 mars. Donc n'hésitez pas, c'est dans le menu. Comment participer, ressources juridiques et financières, et tout en bas de la page. Voilà, tous les événements, tous les replays. Ah, j'ai 2 autres questions finalement. Oui, Est-ce qu'il y a une vois zone où on peut retrouver toutes les prochaines échéances de reporting des projets? Il me semble pas que ça existe sur le portail, malheureusement. Et projet par projet. C'est vraiment projet par projet. Il n'y a pas de tableau de bord que vous pourriez avoir récapitulant toutes les périodes de reporting. Donc les échéances. But. Alors, bon, ça on a déjà donné, on a déjà dit, pardon. Existe-t-il un webinaire sur la partie reporting à la maille entité? Bah oui, c'est ce qu'on a fait, c'est comment gérer votre projet. On l'a fait juste avant l'été, je crois. C'est ça, hein? On a fait Oui. reporting, le continuous reporting et le reporting périodique à l'occasion de cette formation. Oui, bah de toute façon le reporting il est par entité, hein, donc chacun ses règles financières, donc c'est de toute façon par entité, oui. Par projet, tu veux dire. Mais oui, du coup, effectivement, ça a été traité dans ce webinaire-là. Parce que de toute façon, le PIC n'a pas fait de reporting, c'est chaque projet qui fait. Chaque projet et chaque entité au sein du projet fait son rapport financier. Pour préciser. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au terme des questions. Du coup, on vous remercie pour les questions, pour votre participation aujourd'hui. On le disait, là, on laisse ouvert, donc si jamais vous voulez de nouveau aller sur le Slido et voilà, mettre votre degré de satisfaction, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours utile pour nous après coup. Voilà, et puis il reste, oui, à présenter les ressources. Ingrid, c'est vrai. Donc on vous a dans la présentation, vous aurez à la fin toute une rubrique ressources utiles et on a fait une slide, enfin une planche spécifique pour les ressources relatives spécifiques au portail. Donc il y a le lien vers les différentes façons, les documentations de la commission, les webinaires de la commission qui sont pertinents par rapport au portail. Et on vous annonce qu'on vient de mettre en ligne hier, c'est tout frais, une fiche pratique dédiée au portail européen. Donc n'hésitez pas à aller voir au rayon fiches pratiques. C'est pareil quasiment que pour les replays, sauf que c'est sur la même page que pour accéder aux replays, sauf que c'est un peu plus haut. Vous avez pour vous aider, un peu plus en haut de la page, et vous avez les fiches pratiques Horizon 2020 et juste en dessous les fiches pratiques Horizon Europe. Et dans la section des fiches pratiques Horizon Europe, vous aurez celles sur le portail européen parmi toutes celles qu'on publie actuellement et qui sont en train d'être créées. Bon, ça, c'est les documents de référence habituels, les différents modèles de contrats de subvention, le corporate adapté pour Horizon Europe. Je vous signale que le corporate générique à toutes les DG de la commission a une version française, donc si votre agent comptable vous la demande, vous la trouverez là. Il y a les annexes au programme de travail. On rappelle que c'est là que vous trouvez toutes les conditions d'admissibilité, d'éligibilité, etc. Des appels. Notre Bible à nous, qui est l'AGA, enfin l'AMGA, moi je l'appelle AMGA, c'est le corporate quasi intégralement annoté qui est toujours en version draft, mais qui reste toujours une mine d'informations précieuses. Le guide du programme et la liste des pays éligibles au financement, puisque c'est une question récurrente chez nous, qui est est-ce que l'entité basée à Monaco, Andorre ou en Suisse est éligible à recevoir des fonds de l'Union? Tout le monde peut participer, mais recevoir de l'argent de l'Union, c'est pas sûr. C'est plus restreint. Voilà, la pub pour notre magnifique portail français auquel nous contribuons toutes.
tous les PCN, et nous en particulier notamment, vous trouverez les appels. Voilà, on vous laisse naviguer sur notre magnifique portail français. Voilà, là, on a mis les liens donc, vers les fiches, la boîte à outils, etc. Préparer, on a une FAQ spécifique sur gérer ma candidature et mon projet, qui peut vous éviter de devoir chercher sur le portail européen ou qui peut vous faire gagner du temps. Et on a aussi mis le lien vers les replays dont je vous ai montré la façon d'aller directement. Voilà, quand je vous disais sur la même page où on a les replays, plus haut, vous avez ce magnifique bandeau pour vous aider et vous avez les fiches pratiques. Dans la section les vidéos du PCN, c'est les courtes vidéos pour faire votre EU login et créer un PIC. Et on a fait une section particulière pour les nouveautés, le GEP, le plan d'égalité des genres, et la science ouverte qui a été renforcée sous Horizon Europe. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Merci à mes collègues Lucie, Cécile, Irénée et Fanny, notre coordinatrice. J'espère que ça vous a été utile, hein, d'après le sondage, ça a l'air. La vidéo sera mise en ligne ainsi que la présentation dès que possible, mais nous avons généralement des opérations de post-production à effectuer, donc ça va pas être dans l'heure, mais ce sera dans les prochains jours. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour vous tenir informé. Le prochain webinaire, normalement, a lieu le mois prochain. Lié au coût de personnel. Il est lié au coût de personnel, grand sujet. Grand sujet technique et nouveau, puisque ça change entre H2020 et Horizon Europe. Donc, on vous retrouve le mois prochain pour notre prochain webinaire. Et nous vous souhaitons un bon vendredi après-midi et un bon week-end en perspective. Bon appétit, bonne journée, au revoir. Bon appétit. Au revoir, bonne journée.